Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Saleh Kebzabo, principal opposant au président tchadien Idriss Déby Itno, retire sa candidature. Décision annoncée au lendemain d'une tentative d'arrestation d'un autre candidat de l'opposition. À un mois de la présidentielle, Saleh Kebzabo dénonce un climat d'insécurité qui entachera la campagne électorale pour les candidats de l'opposition. Ngozi Okonjo-Iweala est déjà à la tâche pour son premier jour à la tête de l'institution. La nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce a appelé lundi à débloquer les négociations sur les aides à accorder à certains secteurs. 4 nouveaux comtés du Kenya devraient bénéficier du programme d'assurance agricole, une initiative gouvernementale, le décryptage à suivre dans ce journal. Mais d'abord, l'arrestation au Sénégal d'Ousmane Sonko pour trouble à l'ordre public. Interpellation intervenue alors que l'opposant devait comparaître devant le juge d'instruction à Dakar. C'était en début d'après-midi ce mercredi, alors que son convoi n'avait pas encore regagné le palais de justice. Vers 10h, son convoi a été bloqué par les forces de l'ordre. On rapporte des affrontements sporadiques ayant opposé les forces de l'ordre à des partisans de l'opposant visés par une plainte pour viol. Le président du parti PASTEF dénonce un complot politique. Au Tchad, Saleh Kebzabo, qui dénonce une militarisation du climat politique à quelques semaines des élections, a annoncé le retrait de sa candidature à la présidentielle du 11 avril. L'annonce a été faite au lendemain d'une cinglante tentative d'arrestation par l'armée de Yaya Diallo Djirou, un autre candidat déclaré, arrestation qui s'est soldée par la mort d'au moins 3 personnes. Pour l'opposant Saleh Kebzabo, le pouvoir en place cherche à tout prix à intimider ses rivaux par l'usage de la force. Joël Maribalou. Nouveau coup de tonnerre dans la course à la présidentielle du 11 avril 2021 au Tchad. Saleh Kebzabo, le principal candidat de l'opposition, se retire du processus électoral. Cette décision est la résultante du refus du gouvernement tchadien d'effectuer le remboursement de ses frais de campagne lors de la précédente élection, mais aussi elle intervient au lendemain d'une tentative d'arrestation d'un autre candidat de l'opposition qui a tourné en affrontement faisant 2 morts. En 25 années d'élection au Tchad, on n'a jamais connu un incident d'une telle ampleur, d'une telle gravité, et dont le principal responsable est l'État, parce que ce sont des troupes de la présidence qui sont allées au domicile d'un candidat pour tenter de l'assassiner. Ça, c'est vraiment plus fort que tout. Face à ce climat d'insécurité, le parti de Saleh Kebzabo, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, décide de se retirer de la course à la présidence. Il accuse le gouvernement de recourir à la violence pour intimider ses rivaux et avoir gain de cause. Pour lui, cette élection qu'il qualifie de mascarade déguisée est un signe patent que le pays se dirige vers une élection masquée. On ne peut pas aller à une élection contre un pouvoir en place avec une opposition déjà divisée, en manque d'alternatives, de propositions cohérentes pouvant justifier le départ aujourd'hui d'Idriss Déby. Donc la question de l'insécurité avec la dernière attaque au domicile de Yaya Diallo n'est qu'un prétexte. En réalité, Saleh Kebzabo le sait très bien que l'opposition tchadienne ne pourra jamais gagner ces élections tant que l'architecture électorale actuelle est en place au Tchad. En rappel, Saleh Kebzabo est reconnu comme l'opposant historique au Tchad pour avoir participé à 4 reprises aux élections présidentielles contre le président actuel Idriss Déby Itno. Deuxième de la présidentielle en 2016 avec 12,8% des voix, il avait annoncé le 12 février sa candidature pour le scrutin du 11 avril 2021. Dans l'actualité également, cette libération des 4 journalistes et traducteurs arrêtés samedi dans la région du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie. Il s'agit de 2 traducteurs éthiopiens collaborant pour l'agence France Presse et le Financial Times. Un journaliste de la BBC et un journaliste local libérés donc ce mercredi matin. Les autorités n'ont donné aucune raison justifiant leur détention. Tous couvraient la situation dans la région dissidente du Tigré où une offensive a été déclenchée en novembre 2020 par le Premier ministre Abiy Ahmed. Des milliers de personnes ont trouvé la mort durant le conflit qui a fait des centaines de milliers de déplacés. Elle est désormais à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Ngozi Okonjo-Iweala est déjà au travail.
Elle est arrivée lundi à Genève, au siège de l'institution, premier jour d'un mandat historique à la direction de l'OMC, confrontée à d'énormes défis dans le contexte actuel, marqué par une crise économique et sanitaire mondiale. Marie-Raphaël Antolo. La nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, la Nigérienne Okonjo-Iweala, a officiellement pris fonction le 1er mars. À son arrivée à Genève, la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, première femme et première africaine à ce poste, s'est dit privilégiée d'être là. J'entre dans l'une des institutions les plus importantes du monde et nous avons beaucoup de travail à faire. Je me sens prête à commencer. Prioritairement, Okonjo-Iweala souhaite pouvoir conclure l'accord sur la réduction des subventions à la pêche cette année après 20 ans de négociations sans aboutissement. La raison pour laquelle les différentes conventions sur la pêche n'ont pas évolué, elle est tout à fait simple. Comme vous savez très bien, ce ne sont pas les pays du tiers-monde ou les pays sous-développés qui vont pêcher dans les eaux des pays développés, c'est l'inverse. Et donc, tant que les règles sont floues, tant qu'elles ne sont pas très strictes, tant que les compensations par rapport aux détenteurs des eaux dans lesquelles la pêche est organisée ne sont pas en mesure de réclamer, et ils ne sont pas outillés pour être en mesure de réclamer vis-à-vis des exploitants, ça arrange les pays riches, et c'est pour ça que justement, il n'y a aucun empressement à ce que cette question soit réglementée. Notons que la première journée avec l'ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères à la tête de l'OMC a coïncidé avec une réunion de son organe décisionnel suprême, le Conseil général. Une occasion qui a permis à la directrice générale de l'OMC de pouvoir aborder les sujets tels que les règles commerciales sur la distribution du vaccin Covid-19 avec les 164 États membres. Au Kenya, le gouvernement souhaite élargir son programme d'assurance agricole à 4 nouveaux comtés. Cette extension entre dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'État lancée depuis 2017 avec pour objectif de développer les différentes filières de l'agriculture et de susciter aussi sa résilience face aux bouleversements climatiques. Lorita Simbou. Au Kenya, le nombre de comtés bénéficiant de l'initiative d'assurance agricole du gouvernement passera prochainement de 33 à 37. L'exécutif vient en effet de lancer un appel d'offres courant jusqu'au 16 mars pour les entreprises afin de développer des produits d'assurance récolte qui seront distribués à un prix subventionné auprès des producteurs des 4 nouvelles régions. Le programme d'assurance agricole au Kenya aura pour principal avantage de rendre l'agriculture kenyane plus résiliente au changement climatique. Savez-vous que pendant la saison sèche, lorsque vous vous retrouvez en train de cultiver par exemple des fruits de contre-saison, si vous n'avez pas l'eau dans les parages, tout ce que vous avez mis en terre disparaît. Vous avez fait un investissement à fond perdu. Vous n'allez rien recouvrer, ni en termes d'argent, ni en termes du matériel végétal mis au sol. L'assurance agricole pourra donc permettre aux agriculteurs de se couvrir du niveau de risque auquel ces changements climatiques les exposent. Cette démarche des autorités fait partie du programme cadre du Kenya pour une agriculture intelligente face au climat, adopté en 2017 dans le but de promouvoir notamment une agriculture résiliente face au changement climatique. Le gouvernement kenyan a créé, un peu comme c'est le cas au Cameroun, l'Office national des changements climatiques. Donc, cette institution aura pour rôle de mener des études assez sérieuses, à côté déjà de la météo, parce que la météo le fait, mais ce n'est pas à fil continu, ce n'est pas au fil de l'eau que ce travail est fait. Voilà la première mesure que le gouvernement kenyan pourrait entreprendre, c'est-à-dire mettre sur pied un Office national des changements climatiques et lui mettre donc à disposition des moyens conséquents pour qu'il puisse faire son travail, allant dans le sens de suivre au fil de l'eau les changements climatiques qui peuvent affecter l'activité des entrepreneurs agricoles. Notons qu'au Kenya, le secteur de l'élevage sera plus exposé aux effets du changement climatique dans les prochaines années, dans la mesure où 60% des troupeaux de bétail se trouvent dans les zones des terres arides et semi-arides. Le secteur agricole compte pour le tiers du produit intérieur brut et fournit des emplois à près de 70% de la population. La douane tunisienne devrait prochainement disposer d'un nouveau système informatique intégré. Le système actuel comporte plusieurs défauts qui ralentissent alors tout le secteur. Avec le nouveau dispositif, l'objectif est d'automatiser notamment toutes les procédures douanières et réduire les délais de traitement des demandes et des déclarations. Marie-Raphaël Antolo.
En Tunisie, le ministre de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement, Ali Kouli, a annoncé le 27 février 2021 que la douane tunisienne sera bientôt dotée d'un nouveau système informatique intégré. D'après le ministre Ali Kouli, ce nouveau système d'information vise à automatiser toutes les procédures douanières, à réduire les délais de traitement des demandes et des déclarations douanières, à assurer le suivi de toutes les opérations douanières et à établir les statistiques et les données relatives aux recettes douanières d'une manière instantanée. Ce qui est en train de se passer en Tunisie s'inscrit dans la vague de mise à niveau, de renouvellement de toutes les plateformes informatiques chargées de gérer toutes les opérations du commerce extérieur. Alors, quand un tel système est défaillant, vous voyez très bien que en matière d'exportation, vous avez une franchise de 11 jours et en matière d'importation, une franchise de 7 jours et en matière d'exportation, une franchise de 11 jours. Ça veut dire quoi en termes simples? C'est-à-dire que lorsque vos marchandises arrivent ici, si vous ne les avez pas dédouanées au bout de 11 jours maintenant, l'armateur, celui qui vous a donné la possibilité de transporter votre marchandise, va demander que vous payiez ce qu'on appelle les surestaries, c'est-à-dire le surcoût, parce qu'il va stationner là à attendre que vous puissiez dédouaner votre marchandise. La douane tunisienne alimente le budget de l'État tunisien en moyenne avec 25% de l'ensemble des recettes fiscales. Bien que la Tunisie ait libéralisé son régime d'importation dans le cadre de ses négociations avec l'Organisation mondiale du commerce, environ 3% des marchandises nécessite toujours une licence d'importation délivrée 12 mois après la demande. Ce qui est en train de se passer en Tunisie aujourd'hui ira dans le sens de fiabiliser ce nouveau système d'information mis en place qui va répondre dans les délais à toutes les requêtes d'information qu'on va lui envoyer, qui dans les délais également, des délais très rapides, va facilement restituer des rapports qu'on aurait aimé avoir par exemple sur le commerce intérieur, sur le commerce du pays avec tel pays, sur le commerce de la Tunisie avec telle sous-région, de sorte que il ne serait plus possible d'imputer à un opérateur de quelconque frais inutiles. Notons que ce nouveau système d'information intégré de la douane est financé par un prêt de la Banque mondiale dans le cadre du 3e programme de développement des exportations. Le contrat de financement relatif à l'acquisition, à l'installation et à la mise en exploitation de ce nouveau système a quant à lui été signé le 26 février 2021. Par ailleurs, les autorités précisent que ce nouveau système répond aux standards internationaux relatifs au commerce extérieur et aux normes technologiques internationales. Ils nous font rire sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Ils sont nombreux à avoir conquis tout un public grâce à leurs vidéos postées sur ces plateformes. Les réseaux sociaux permettent à une toute nouvelle génération d'humoristes de se faire connaître. À l'instar du Sénégalais Mohamedou Ndiaye, c'est un sujet signé Siamlo Victoria Sedji. Plus de 400 000 abonnés sur YouTube, des vidéos suivies plus de 2 millions de fois. 2 millions d'abonnés sur le réseau social Instagram. Doudou ne fait plus que des vidéos pour égayer la toile. Il en vit désormais. C'est en 2014 que Mohamedou Ndiaye, plus connu sous le nom de Doudou fait des vidéos, titulaire d'une licence 3 en marketing et communication, se lance dans la comédie sur Internet. 7 ans après, le web humour est devenu son gagne-pain. Au début, on n'était pas respecté. On nous prenait pour... on disait même que c'était même pas un vrai boulot. Et maintenant, machallah, on voit qu'on arrive à en vivre. Il y a de l'argent qui vient. Du virtuel à la réalité, rien n'est impossible pour Mohamedou Ndiaye, qui réussit à déjouer les pronostics sur ce métier en participant à plusieurs spectacles et en organisant 2. Pour lui, Internet est une belle opportunité pour les jeunes de s'ouvrir au monde et de s'exprimer. Il n'y avait jamais eu un spectacle d'humour au Sénégal, fait par une seule personne. Je me suis dit, oui, aujourd'hui on va faire notre one-man show au Grand Théâtre. Les gens nous ont dit, non, c'est pas possible. C'est 1800 places, tu ne peux pas le remplir avec les gens d'Internet. Je me suis dit, allons, vous allez voir. J'ai fait le spectacle, c'était plein. Il y avait des gens qui étaient assis par terre. On avait même fermé. Après ça, je me suis dit, oh là là, je l'ai fait. De plus en plus sollicité par des maisons de production audiovisuelle, Doudou s'essaie aussi à la production de longs métrages et se voit évoluer dans le cinéma. S'il est persuadé que l'on peut réussir ici en Afrique à force de travail,
Il exhorte les États à investir davantage dans la formation de la jeunesse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.